Je suis Yasmine Oublis, je suis journaliste et je suis ravie de pouvoir prendre la parole aujourd'hui, être avec vous et donner la parole surtout aux différents intervenants qui vont successivement vous donner leur vision de la tradition. Vous serez invités à réagir sur chaque débat après l'intervention de ces experts. Mais pour démarrer cette journée, je vous propose d'inviter à vous rejoindre Nicolas Charletti, président de France Folklore. Merci Yasmine. Merci à toutes et à tous d'être présents. Merci aux différents intervenants, aux universitaires, mais on aura l'occasion de revenir sur leur CV et montrer ô combien nous avons la joie, le plaisir et l'honneur de les accueillir. D'accueillir aussi des responsables de la FAFN, fédération avec laquelle nous sommes en train de convoler bientôt en juste noces et de s'unir pour que le folklore en France soit encore mieux reconnu. Et puis nous avons également le plaisir d'accueillir Solène Goenec, qui est la présidente de la Confédération Varleur, qui est une confédération extrêmement importante, et pas seulement en Bretagne, je dirais dans le monde entier, puisque, si, la celtitude, c'est quelque chose. Et les Celtes, on les retrouve un peu de partout. Donc c'est aussi un grand honneur qu'elle nous fait. Et puis l'objectif de cette journée, c'était de rencontrer des gens qu'on croise au fil des manifestations, au fil de nos envies. Et je remercie Julien Régis qui représente le milieu folk. Alors quand je dis le milieu folk, on va dire le mouvement folk, ça sera quand même plus agréable, qui est un mouvement où beaucoup de folkloristes vont. Qui ne va pas un samedi soir à un ballet ou autre danser et découvrir quelquefois les traditions d'ailleurs. Et puis on a voulu aussi donner un peu la parole à quelque chose, non pas de nouveau, mais qui reprend du relief. Nous avons voulu donner la parole aux artistes qu'on voit s'exprimer sur nos murs en France, ce qu'on appelle le street art. Et ça nous a semblé intéressant puisque c'est quelque part un art populaire qui se redéveloppe. Et est-ce que cet art populaire devient un art d'élite ou un art vraiment populaire, ouvert à toutes et à tous? C'est une question qui peut se poser pour eux, mais qui se pose aussi à nous. Et c'est tout simplement ce qu'on a voulu faire par ce colloque, c'est-à-dire savoir vraiment d'où l'on vient et surtout savoir qui on est pour tout simplement savoir où nous allons. Donc, une chose aussi, si on a la chance d'avoir tous ces intervenants, c'est aussi pour échanger avec eux. Et il n'y a pas de propos déplacés ou de ressentis politiquement corrects. On va utiliser des termes un peu à la mode. Mais tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et puis, quel que soit votre âge, quelle que soit votre origine, vous êtes avant tout des folkloristes. Et il est normal que France Folklore vous donne la parole. Et c'est pour ça que je vais rapidement me taire. Merci Nicolas. Alors pour démarrer cette journée, on va poser notre réflexion et commencer par se demander qu'est-ce qu'une tradition et quelle est son utilité. C'est le thème de notre première table ronde et je vous demande d'accueillir nos intervenants. Tout d'abord François Janton, professeur à l'Université de Grenoble, et Roselyne Allot, vice-présidente de la FAFN. Je vous attends. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. François Janton, je l'ai dit, vous êtes professeur à l'Université de Grenoble. C'est vous qui allez prendre la parole en premier et qui allez nous dire qu'est-ce qu'une tradition et quelle est son utilité. On démarre déjà avec... Oui. Je vais voir si il faut l'allumer ou le... 1, 2, 3, il est allumé. Voilà, merci beaucoup de l'invitation, merci beaucoup de cette question. Donc je suis en fait un spécialiste plutôt de l'Allemagne, enfin de l'allemand, de la langue allemande qui ne se résume pas à l'Allemagne, mais ça me conduit forcément à réfléchir à cette question que vous m'avez posée. Alors d'abord la première chose qu'il faudrait dire, tradition, il faut remonter à l'origine du mot, ça veut dire transmettre, c'est la tradere, transmettre. Et
le paradoxe, alors la tradition, ça peut avoir un sens culturel, c'est celui qui nous réunit aujourd'hui. Ça peut aussi avoir un sens un peu politique. Hein. Alors il y a un grand sociologue allemand du début du XXe siècle qui a distingué différents type de pouvoir. Le pouvoir traditionnel, en gros, c'était le pouvoir des monarchies. Or, nous, en France, nous ne vivons pas sous le régime de la monarchie, nous vivons sous un régime moderne qui d'ailleurs s'est imposé en partie grâce à la France, à une grande partie du monde, ou à toute l'Europe quasiment maintenant, et qui est le régime de la souveraineté du peuple. Chez nous, c'est une souveraineté du peuple républicaine. Donc on voit qu'au sens politique du terme, il y avait une différence entre tradition et modernité. En revanche, au sens culturel, la tradition, elle représente un certain paradoxe, parce que dans notre culture française, on va prendre l'exemple de notre pays, notre culture, elle s'est construite de manière élitiste, au centre, à Paris, et puis surtout en référence, notamment à partir de la Renaissance, du siècle de Louis XIV, à l'Antiquité. Hein. Donc on fait quelque chose de moderne, mais en se référant à l'Antiquité et en rejetant ce qui est traditionnel, parce que la France de l'époque, c'était une France très traditionnelle. Les beaux costumes que je vois devant moi, qui vous ont demandé beaucoup de travail, c'était les costumes que portaient les Français. Alors ils ne les portaient pas aussi beaux quand ils travaillaient, mais ils en avaient aussi pour les occasions festives, etc. C'était ça la tradition. Et ça, c'était méprisé par les porteurs de l'élite, par ceux qui ont composé notre grande littérature, nos grandes œuvres au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais il y a quand même à l'intérieur de cette littérature moderne qui se constitue en France, un amour de la tradition. Par exemple, les contes populaires, eh bien ça a été édité, hein, le Petit Chaperon Rouge. Cette fois-ci, dans cette version-là, ce qui est la première version connue, ça se termine mal. Il est vraiment mangé par le loup. C'est les contes de Charles Perrault. Eh bien, c'était un représentant de la modernité qui s'intéressait à la tradition. Ou bien La Fontaine, il a écrit « Si peau d'âne m'était comptée », etc. Donc, j'y prendrais un plaisir extrême. Donc, il aimait la tradition. Donc, il y avait cette contradiction qui était là. Enterrer les traditions populaires au nom de la construction d'une culture française moderne, et puis en même temps le regretter, les faire revivre, les faire renaître. Hein. Et tout cela, ça aboutit au XVIIIe siècle à des choses, à une grande contradiction, c'est-à-dire qu'il y a une littérature très moderne, avec une pensée très moderne, la pensée des Lumières, celle qui prépare la République française, et puis en même temps, une pensée donc qui dit aux gens, il faut leur raconter des choses vraies, des choses modernes, il ne faut pas leur raconter les vieilles superstitions. Et puis en même temps, l'intérêt quand même de plus en plus marqué pour la culture du peuple, c'est-à-dire la reconnaissance du peuple en tant qu'acteur culturel, et en même temps la reconnaissance, et ça c'est très important, de la culture des autres peuples. C'est-à-dire qu'on cesse de penser que nous parlons le français, c'est la plus belle langue du monde, nous avons la littérature française, c'est la plus grande littérature du monde. Non, les autres, eux aussi, ils ont leur culture et elle est intéressante et elle mérite d'être connue. Donc on a cette contradiction-là qui va éclater au siècle suivant, après la Révolution française. Alors justement, comment ça a évolué tout ça ? Alors ça évolue par le fait que en France même, hein, après la Révolution française, ça prend l'ère napoléonienne, ça met un certain temps, mais on collecte les chansons, on s'intéresse aux vieux costumes, on s'intéresse aux traditions locales, provinciales, et ça devient de plus en plus possible. Là aussi, c'est toujours le même paradoxe, par le fait que les cultures locales réelles, elles sont en fort recul. Donc elles ne sont plus vraiment un obstacle et elles deviennent un objet de nostalgie, de souvenirs un peu douloureux, mais en même temps attendris. Et dans d'autres pays, ça c'est très important, vous le verrez par exemple aujourd'hui encore dans les pays récents, des pays qui n'existaient pas encore au XIXe siècle, là l'entretien des traditions locales est absolument nécessaire pour convaincre les gens qu'ils sont un pays, qu'ils sont destinés, qu'ils sont voués à vivre ensemble. Donc on verra par exemple que le rapport à la tradition dans des pays comme la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie et Serbie par exemple, etc., alors qu'ils avaient en gros la même langue et sans doute les mêmes chansons. Ils font tous leurs efforts possibles pour se séparer, etc. Donc là, dans ces pays-là, l'aspect de la
la tradition est très importante pour construire quelque chose de moderne qui est l'État-nation, parce que c'est des pays qui n'étaient pas à l'origine des États-nations. Et c'est valable aussi, par exemple, dans d'autres pays, et c'est un mouvement qui existe un peu chez nous aussi d'une autre façon. C'est donc entretenir la tradition pour finalement se rappeler qui on est. Voilà, se rappeler et puis construire quelque chose à partir de ce qu'on pense être. Donc on va construire une nation bulgare, on va construire une nation serbe, on va construire, etc. Et alors ça peut avoir aussi d'autres aspects qui sont très sympathiques. L'aspect de s'intéresser aux grands témoignages du passé, c'est de reconnaître l'existence de réalités culturelles qui sont complètement ignorées ou méprisées. Je pense par exemple aux États-Unis d'Amérique, où ce sont des folkloristes, donc des gens qui ont la même approche que vous, qui vont s'intéresser à la musique noire, par exemple, le blues, ou la musique folklorique, le folklore américain, ce qu'on appelle le folklore américain, donc les chansons simples qui sont chantées et qui sont parfois très très belles, parfois d'ailleurs des chansons modernes, qui racontent des histoires de meurtre, de mari trompé qui assassine, ou de femme trompée qui assassine son mari, etc. Donc des histoires un peu cruelles, où le blues, ce sont aussi des histoires de tristes souvent, et qui racontent ou bien le gospel. Le gospel, tout ça, c'est des traditions qui sont découvertes, qui sont notées et qui ensuite seront popularisées par ce mouvement d'intérêt pour. Et c'est là donc qu'on arrive au problème de la tradition d'aujourd'hui. Hein. Donc le problème de la tradition d'aujourd'hui, c'est est-ce que c'est utile d'entretenir cette tradition? Qu'est-ce qu'elle est? Et alors, il y a bien sûr deux façons de l'envisager. Il y a une façon d'envisager la tradition comme exclusive, c'est-à-dire une manière d'exclure l'autre, c'est-à-dire, par exemple, je porte un costume folklorique du Tyrol, je suis tyrolien, je parle la langue allemande d'une certaine façon, et donc toi tu habites au Tyrol, tu es mon voisin depuis 20 ans, mais tu es venu d'une autre région de l'Allemagne, tu ne sais pas parler l'allemand comme moi, etc. Donc tu ne peux pas faire partie de mon groupe, enfin j'invente, hein, mais je n'invente pas beaucoup. On peut appliquer ce modèle tyrolien à beaucoup d'autres réalités locales ou régionales, c'est-à-dire qu'on construit, on part du dialecte, peut-être aussi du costume, des façons de s'habiller, pour exclure ou pour obliger à l'assimilation. Hein. Et donc ça, c'est une façon... Alors cette tradition-là, très souvent, de toute façon, toutes les traditions, telles qu'elles apparaissent aujourd'hui, lorsqu'on les regarde, elles sont inventées, elles sont réinventées, elles sont reconstruites. Alors là, j'arrive au deuxième aspect, qui est l'aspect, à mon sens, très positif. Ça, c'était une vision plutôt clanique de la tradition. Il y a une vision plutôt clanique. Donc celle-là, il faut s'en préserver, mais je ne crois pas que ce soit le problème ici. Et puis, enfin, c'est un problème que nous abordons, puisqu'il était dans l'intitulé. Hein. Et puis, il y a une autre façon d'aborder les choses, c'est d'avoir une relation détendue et intéressée à l'endroit où on habite, en se disant, les autres, ils vont avoir la même relation que moi à l'endroit où ils habitent, et ça va être drôlement intéressant. J'aimerais bien savoir comment quelles relations ils ont, à leur endroit, à leur lieu, et comment ils construisent ça, puis confronter les deux, s'amuser des différences, s'inspirer éventuellement aussi des différences, et se reconnaître. Et ça, c'est des choses que, par exemple, moi, j'ai énormément appréciées, puisque j'habite près de Voiron, dans le festival de folklore qui est organisé, donc qui permet de voir des groupes folkloriques de tous les continents, de tous les pays, et je les regarde tous avec... Alors, il y a des musiques qui me parlent plus que d'autres, etc. C'est normal, hein, mais c'est le même intérêt, j'ai la même ouverture, que ce soit une musique qui vienne de France, d'Israël-Palestine, par exemple, l'an dernier, ou de Bulgarie, ou de Roumanie. Je m'excuse, mettez bien votre micro. Voilà, parce que vous parlez avec les mains. Je tiens bien mon micro, voilà. Alors, donc, je crois qu'il faut avoir cet intérêt. Voilà. Je crois que c'est très dommage de vivre dans une région sans s'intéresser à son passé. Hein, donc, ce mouvement de dire je suis dans cette région, nous venons tous d'ailleurs, quand nous regardons, enfin, à peu d'exceptions près, parce que d'exceptions près, je veux dire, dans nos familles, nous avons tous des éléments, des membres de notre famille qui n'habitaient pas dans la région où nous sommes à un moment ou à un autre. Mais on veut avoir cette relation à la région, cette identification avec la région, cet amour de la région où on habite. La plupart des régions en France sont quand même
très très belles, je dirais même toutes, elles ont toutes leur beauté, et dans le monde, elles ont toutes aussi leur beauté. Et donc avoir cette relation aussi au passé, aux gens qui ont vécu, aux gens dont les noms figurent sur les monuments aux morts, et puis il y a des noms qui n'y figurent pas, mais qui ont beaucoup souffert eux aussi, etc. Les épouses, par exemple, les femmes, et donc avoir cette relation, et être tourné un peu vers le passé, comprendre. Et puis c'est très important. Alors là où je suis un peu triste, puisque je suis enseignant, c'est lorsque je constate chez mes étudiants l'ignorance totale de certaines choses. Alors les choses que je vais citer ne correspondent pas tout à fait à la tradition qui est représentée ici. Moi j'aimais beaucoup, j'ai grandi avec beaucoup de chansons enfantines. Là j'étais petit, puis j'entendais des chansons enfantines. L'enregistrement que j'entendais, c'était Les Quatre Barbus et Lucienne Vernet. C'était remarquablement orchestré et chanté. C'était un enregistrement des années 50. Donc Malbrook s'en va en guerre, Il pleut bergère, etc. Et très très bien interprété. Et mes étudiants, je constate, ne les connaissent plus, ne savent plus que ces chansons existent. Donc des étudiants qui sont nés maintenant après l'an 2000. Et ça me rend triste. Et ces chansons-là, elles sont traditionnelles, mais elles étaient quand même traditionnelles parce qu'elles véhiculaient des choses, et c'était une tradition qui était très fortement marquée par la République, par la jeune République française. Par exemple, lorsqu'on prend des chants comme Trois jeunes tambours, ou en passant par la Lorraine, on s'aperçoit que ces chants, ils véhiculent l'idée de l'égalité, c'est-à-dire tu es peut-être le fils du roi, ou la fille du roi, mais ton père ne veut pas me donner, tant pis, j'en trouverai une autre. Dans mon pays, il y en a de plus jolies. Et pareil pour les trois capitaines qui se moquent de la... Et c'est des valeurs qui sont très sympathiques, très gentilles, et que les enfants reprenaient sans vraiment les comprendre, mais tout en les comprenant quand même. Et toutes ces choses-là, elles disparaissent, elles sont un peu menacées, et je le regrette un peu ça. Je trouve ça vraiment très dommage, parce que c'était... Alors, celui qui avait organisé cet enregistrement, c'était Jacques Canetti, qui était le grand... Et Jacques Canetti, qui était-il ? C'était un juif venu de Bulgarie. Et c'est celui qui a lancé Léo Ferré, Jacques Brel, Georges Brassens, et qui a fait cet enregistrement-là dans les années 50 des meilleures chansons. Si je prends l'Allemagne, je pourrais donner les mêmes exemples. Les meilleurs transmetteurs d'une tradition allemande sympathique, parfois sentimentale, mais transmettant des choses positives, et qui a été après complètement démolie par le nazisme, c'était des juifs allemands. Parce qu'ils aimaient beaucoup la tradition allemande, et ils avaient beaucoup de goût. Donc c'est pour montrer que la tradition, elle peut servir au meilleur, et elle peut servir au pire, et en tout cas il est dommage quand même de l'oublier. Et donc c'est bien que vous réunissiez comme cela. Là vous parlez de la tradition comme vecteur en transmission. Selon vous, est-ce qu'elle est aussi vecteur d'inclusion, cette tradition ? Je pense qu'elle peut être tout à fait vecteur d'inclusion. Là, tout à l'heure, je parlais à ma voisine, elle saura le dire. Je pense qu'elle pourra me répondre mieux que moi. Parce qu'elle est dans un village, et elle organise des choses. Et donc, nous parlions tout à l'heure, mais je donne cet exemple parce que je viens de l'entendre. C'est une activité donc qui inclut, les gens se rencontrent, c'est un lien social. C'est un lien social sur des choses belles, intéressantes, et où on fait passer une vision intelligente des choses, parce qu'on va chercher à reconstruire le passé, à faire des partitions, à l'interpréter, à faire des spectacles. Et je pense pas alors il faut inclure, c'est-à-dire que si on a un habitant, par exemple, ça on le voit en Suisse, on le voit en Allemagne aussi, des Turcs ou des Asiatiques qui se trouvent être allemands, parce que maintenant c'est de plus en plus souvent le cas, et qui vont porter le costume folklorique bavarois, et qui vont chanter ou interpréter des chansons en dialecte suisse, et ça passe très très bien, et c'est bien, et donc ils sont intégrés. Donc il faut ça fait un peu sourire au départ, parce que bien entendu ce n'était pas conçu pour des Asiatiques, mais les Asiatiques ne sont pas des Asiatiques, ce sont des Allemands ou des Français et donc voilà, on inclut les gens par ce type d'activité qui est faite. Alors il faut justement avoir cette optique inclusive, et pas exclusive. Alors vous êtes professeur à l'Université de Grenoble, je l'ai dit, vous êtes spécialiste de ces traditions en Europe. Est-ce que vous diriez que la France, par rapport aux autres pays, elle conserve bien ces traditions, ou elle a encore des progrès à faire ?
Je pense qu'il y a des progrès à faire. Je pense que la France a un capital extraordinaire. Ben, c'est vous. Hein, il y a en France des choses que je connais mal, mais que je découvre parce que je travaille beaucoup et puis j'ai d'autres activités. Je peux pas tout faire. Je vois qu'il y a des choses qui sont très vivantes. Tout à l'heure, j'ai entendu dans la tradition folk en France, qui est un paradoxe amusant parce que ce qu'on voit du folk, en tout cas ce que je vois dans les films, etc., ce sont des danses qui sont inspirées du folklore américain, mais qui en fait sont des danses très françaises. Et donc il y a vraiment une force, une vitalité. Et alors j'ai cru comprendre que ces assises servent à quand même muscler les choses, à les réunir. Et ça je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que de la part il y a encore cette vision que je décrivais, donc héritée des Lumières, dans les élites, de dire ça c'est pas intéressant, c'est des petites choses, etc. Et qui fait partie un peu, qui est véhiculée un peu par notre système éducatif, et ça c'est un peu dommage. Par exemple, je trouve que les chansons dont je parlais tout à l'heure, elles devraient être enseignées, apprises. En plus, les enfants adorent chanter. On leur apprend d'ailleurs des chansons, mais alors moi mes enfants ont dû apprendre à l'école primaire les jolies colonies de vacances. Bon, j'ai beaucoup de respect pour Pierre Perret, mais je trouve qu'ils auraient mieux, et puis ils chantaient faux en plus, c'était mal fichu. On aurait mieux fait de leur apprendre des chansons du folklore entre guillemets, parce qu'en fait ça a été reconstitué au 19e siècle et qui sont très très belles. Elles sont très bien écrites et très belles. Voilà. Donc je pense que la France a de grandes potentialités. Je suis pas sûr que la tutelle publique fasse vraiment le travail qu'elle ferait plus dans d'autres pays. Lorsqu'on va par exemple en Bulgarie, on a, je sais pas, 20 chaînes de télévision, il n'y a que du folklore. Donc là c'est peut-être un peu beaucoup, hein, mais j'ai pas compris les différences. Mais heureusement, il y a France Folklore. Voilà. Mais voilà. Alors, vous allez pouvoir réagir évidemment à ce que vient de dire François Janton. Mais d'abord, on va écouter Roselyne Allot. Merci, professeur Janton. Roselyne Allot, vous êtes vice-présidente de la FAFN. Vous avez un micro juste là, sinon. Voilà. Et essayez de bien le tenir comme ça. Tout le monde vous entendra. Il est déjà branché. On peut y aller. Alors, quelle est votre vision, à vous, de la tradition, Roselyne ? Alors d'abord, avant de m'exprimer, je voudrais vous dire bonjour, parce que je n'ai pas pu saluer tout le monde. Je voudrais aussi remercier France Folklore, qui nous a permis à la Fédération d'être aujourd'hui parmi vous, pour travailler, pour parler d'un sujet qui nous passionne tous et que nous vivons au quotidien. Voilà. Alors c'est un exercice auquel je ne suis pas tellement habituée. On vous pardonnera. Voilà. Et on essaie de vous mettre à l'aise. La tradition, comme vous tous, je la vis au quotidien, dans mon groupe et dans ma fédération. Voilà. Alors pour moi, la tradition, c'est le reflet d'un passé, d'une époque, d'une façon de vivre, et qui nous est transmise de génération en génération. Voilà. Alors, la tradition, c'est souvent la question que l'on se pose tous, je pense. Est-ce que la tradition peut évoluer ? Alors, il me semble qu'à l'époque actuelle où nous vivons, où nous avons des jeunes dans nos groupes, il est important que la tradition évolue. Alors, il n'est pas question d'arriver à des traditions évolutives, pourquoi pas pour certains s'ils le souhaitent, hein, mais je pense qu'il y a un intermédiaire entre ces traditions qui peuvent être figées dans le passé et qu'on peut faire évoluer, voilà, pour s'adapter à l'époque actuelle. Comment on pourrait les faire évoluer alors ? Alors pour les faire évoluer, il y a un élément quand même qui ne peut pas évoluer, c'est notre costume. Hein. Oui. C'est ce qui nous garde les pieds sur terre. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Voilà, et là, il n'y a pas d'évolution possible. Voilà, on est bien dans nos sabots, pour la plupart d'entre nous, et là, on ne peut rien faire. Par contre, on peut évoluer par rapport à nos instruments. Voilà, on n'est pas obligé de rester avec un violon, un tambour et un hautbois. Comme exemple, on peut très bien amener des instruments un peu plus modernes qui amènent peut-être une musique un peu plus moderne, tout en gardant les pas, la façon de danser, la façon d'évoluer de nos aïeux. Voilà. Alors là, je pense qu'on peut, ceux qui le souhaitent un petit peu, se tourner vers l'avenir
pour faire évoluer nos groupes et aussi pour donner envie à nos jeunes de nous rejoindre. Parce que je pense que c'est un problème pour tous les groupes ici présents. Voilà, il faut donner envie à notre jeunesse de venir chez nous pour connaître un petit peu le passé et pour tout en se tournant vers l'avenir. Est-ce que j'ai vu que vous aviez créé un festival, Oui. il me semble, à Montréal. Oui. Est-ce que c'est en créant justement ces événements que vous pensez donner envie? Oui. Voilà. Ça marche? Oui, ça marche un petit peu. Voilà, pas comme on le souhaiterait, mais c'est vrai qu'au départ, le festival a été créé dans ce but. Dans ce but, parce qu'on est un petit village, et c'était il y a 43 ans, donc les jeunes qui étaient dans nos groupes s'imaginaient qu'ils étaient les seuls à porter un costume et à danser. Voilà. Il fallait qu'ils se rendent compte qu'ailleurs, il y avait aussi des jeunes, et de nombreux jeunes, qui évoluaient de la même façon et qui participaient donc à ces festivals. Et c'est vrai que quand on assiste à des festivals, on se dit il y a une sacrée jeunesse qui est là et ils sont porteurs de nos traditions. Et ça fait du bien, quoi. Hein. Et ça, je crois que c'est visuel. Il faut que nos jeunes se rendent compte qu'il n'y a pas que chez nous. Quand on fait du folklore, on le fait dans le monde entier. Et qu'il faut être fier. Et qu'il faut être fier de son costume, surtout, parce que ça, c'est parfois un petit problème de porter un costume, mais il faut être fier de notre costume et de ce qu'on amène avec ce costume. Hein. Tout un passé, toute une façon de vivre et de nos traditions. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la jeunesse. Je crois qu'on a des jeunes qui sont là. Est-ce que certains d'entre vous auraient envie de poser des questions, de dire quelque chose? Non. Après, peut-être. Un peu plus tard, peut-être. J'imagine que, alors si ce n'est pas les jeunes, c'est les moins jeunes. Est-ce que certains ont des questions pour échanger avec nos intervenants? On va vous faire passer un micro. Alors. Bonjour. Non, je suis de loin pas le plus jeune. Je m'appelle Claude Sarail. Je suis musicien dans un groupe à Toulouse. Et ce depuis 1957. Voilà. Alors, vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, qu'à l'école, vous avez appris certaines chansons. Sachez que c'était vrai avant. Et c'est encore vrai dans des pays comme la Hongrie, où dès l'école primaire, l'école maternelle, l'école primaire, on enseigne les chants traditionnels, qui soient rituels, qui soient populaires, parce qu'ils font partie non seulement de la tradition, mais de la culture. Alors, moi, ma réaction est la suivante. La culture d'un pays, pour moi, c'est la somme des cultures des divers terroirs. Malheureusement, nous ne sommes pas reconnus par le ministère de la Culture. Et c'est une question à laquelle je voudrais bien avoir une réponse. Pourquoi? Non, pourquoi ce n'est pas reconnu? C'est ça votre question? D'accord. Pourquoi toutes nos traditions, qu'elles soient de Bretagne, qu'elles soient d'Alsace, du Pays Basque, de l'Occitanie, ne sont pas reconnues à l'échelon national? Est-ce que vous avez une réponse à apporter? Enfin, je ne suis pas un spécialiste de la question. Ce que je sais, c'est que l'État français, traditionnellement, voilà, bretonne, que je vous reconnais parce que j'ai la photo sur le programme, qui me regarde, l'État français a été hostile aux parlers locaux. Hein, ça, c'est traditionnel. La France s'est construite, ça, il faut... Alors moi, j'ai une vision qui n'est pas localiste. La France, elle est ce qu'elle est. La France, c'est une construction artificielle faite à partir de l'Île-de-France qui a imposer sa langue au reste du pays, mais elle est là, elle s'est faite comme ça. Alors je crois que maintenant elle pourra avoir l'État devrait avoir un rapport beaucoup plus détendu aux langues en fait. Hein. Il n'y a pas que des patois, il y a des langues. Les langues celtiques sont d'autres langues. Bon, je crois qu'il n'y a pas de breton unifié. Hein. Il y a des, mais il n'y a pas d'occitan unifié. Bah, il y en a plein d'autres. Il y a l'alsacien, le flamand,
Il y en a en France, c'est ce qu'on appelle les langues minoritaires. Il y en a plein. Mais donc, il faut pas travailler, bien sûr, à décomposer, à écarteler la France. Personne d'entre nous ne veut le faire. Mais je crois que l'État pourrait avoir un rapport beaucoup plus détendu. Je ne serais pas choqué que les petits Alsaciens apprennent. C'est des chansons allemandes, hein, les chansons alsaciennes, faut pas en dialecte alsacien, c'est un dialecte germanique, ou en Flandre, qu'ils apprennent un peu de chansons flamandes. Et moi, les chansons auxquelles je pensais, c'était des chansons françaises en français quand même si ça s'appelle En passant par la Lorraine. Et il y a des chansons comme ça sur la Bretagne en français, etc. Qui est ces chansons-là aussi, les chansons, les grands succès bretons. Mes enfants adoraient la reprise de Dana. Comment ça s'appelait? Dana, c'est ça? Il y a 20 ans, ils sont vieux maintenant, enfin ils sont grands, mes enfants. La tribu de Dana, ils chantaient ça. Ils n'avaient jamais mis les pieds en Bretagne. Mais ça, je trouve que ça, c'est très sympathique. Et ça, je crois que l'école devrait le transmettre. Alors, pour la Hongrie, la Bulgarie, tous ces pays-là, là, ce sont des pays qui ont besoin de... Bon, la Hongrie, c'est une nation quand même, mais qui ont besoin de se cimenter. Et puis la Hongrie, elle est pas facile en ce moment. On le voit bien au niveau politique. Elle voudrait être 3 fois plus grande qu'elle n'est maintenant, hein, puisqu'elle a été réduite considérablement après la Première Guerre mondiale. À mon avis, c'était pas une mauvaise chose, mais bon. Mais en tout cas, donc, elle a une vision un peu agressive des choses, mais que les petits Français soient fiers d'un répertoire qui est magnifique, le répertoire français. Il est magnifique, il vaut largement. Alors, les Hongrois ont une très belle musique, etc. Mais le répertoire français, il est très très beau. Il est tellement beau qu'il y a beaucoup de chansons françaises qui sont traduites à l'étranger, chantées à l'étranger. Malbrook s'en va en guerre, etc. Donc, pourquoi les jeunes Français sont-ils privés de ça? Et pourquoi sont-ils privés aussi, au niveau local? Je suis tout à fait d'accord avec vous, de la culture locale. On devrait la leur transmettre et leur transmettre l'intérêt pour, hein, ça c'est évident. Quelqu'un d'autre? Oui, alors. C'est dommage, au moment où il voulait parler... Alors toi, tu pratiques quoi déjà? Mmh. Oui. C'est le jugement. Mmh. Dans votre ville. Mmh. Très bien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu observer ailleurs, en Europe? Oui. Roselyne? Ben oui, beaucoup de jeunes n'osent pas justement se costumer et aller danser. Moi, j'ai des danseurs qui ne veulent pas aller danser dans la ville où il y a le lycée, de peur de rencontrer des amis ou des connaissances. Alors, la réponse qu'on peut apporter à ce questionnement, c'est de dire à nos jeunes qu'en plus de savoir jouer au foot, au tennis, d'être musiciens, ils ont une autre passion et c'est le folklore, les traditions. C'est un plus. C'est un plus. Vous savez faire tout ce que font les autres, mais en plus... vous avez ça. Et puis vous avez la possibilité aussi de rencontrer, de faire des connaissances, de rencontrer des jeunes du monde entier. C'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tous les jeunes, parce que les parents voyagent, mais la plupart du temps, ils n'amènent pas les jeunes avec eux. Donc ça, c'est un plus. Alors c'est vrai que c'est difficile quand on a 15, 16 ans, 17 ans de s'assumer et de dire voilà ce que je suis. Je suis comme vous, mais en plus, voilà, en plus, j'ai ça. Je crois qu'il faut le voir comme un plus. Il ne faut pas le voir comme quelque chose en moins. Vous avez quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Et ça vaut de l'or quand même. Il faut en être fier, donc. Voilà, il faut en être fier. Alors, j'ai vu qu'il y avait trois autres personnes. Alors, je vais donner la parole à la dame qui est là. Si on peut lui faire passer le... Je vais prendre, excuse-moi, la parole à la France. Ah, vous aviez le micro, pardon. Pardon, oui. Je voulais revenir sur Stéphane. Donc je pratique la danse depuis l'âge de 14 ans. Donc,
groupe de Boulogne-sur-Mer. Voilà, une bataille. Je vais revenir sur ce qui a été dit par rapport à la question de Claude, mais très rapidement, pour dire que la nation française, c'est vrai, s'est construite sur la négation des identités régionales. Voilà. On a toujours combattu les identités régionales comme étant un élément de fracturation de la nation. En France, on est un État centralisateur. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'éducation nationale, quand l'école de la République s'est développée dans les années au XXe siècle, on a toujours combattu tout ce qui était fait régional par le biais de l'éducation nationale, parce que bien évidemment l'éducation nationale, l'école, c'est l'unité de la nation, donc il ne faut pas oublier tout ça, mais il faut savoir aussi que l'éducation nationale, qui est d'abord une administration, alors, les enseignants, il y en a ici dans l'assistance, sont les employés de cette éducation nationale, on obéit à des instructions, des programmes, etc. L'éducation nationale a promu à une certaine époque les cultures régionales, puisque les instituteurs étaient formés dans les écoles normales, donc il faut le savoir, dans les années d'après-guerre, 50, 60, etc. Les inspecteurs leur demandaient de travailler leur terroir, les chants, les danses de leur terroir, et d'ailleurs nombreux d'entre eux sont à l'origine de la création de groupes folkloriques en France, il ne faut quand même pas l'oublier, et c'était la politique de l'éducation nationale à l'époque de faire des stages de danse, de chant. Je fais encore partie d'une génération qui, à l'école primaire, on avait éducation musicale, on avait des livrets de chant, on apprenait les chants dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc tout ça, ça a été fait à une certaine époque. Donc il suffirait, alors c'est difficile sur l'administration, l'éducation nationale c'est une grosse machine, ce sont des inspecteurs généraux qui conçoivent des programmes, ce sont des Parisiens, voilà, la plupart, des gens qui sortent des grandes écoles, etc. Donc ils ne connaissent absolument pas ce que l'on fait, ils l'ignorent par péché d'ignorance, et puis toujours avec cette idée de dire que c'est une culture inférieure. Osez dire le mot, c'est une culture inférieure. Ce que l'on fait pour ces gens-là, puis de Paris, c'est une culture inférieure. Ça n'apporte rien. Sauf que lorsque nous menons des activités auprès d'établissements scolaires, à la demande de certains établissements scolaires, on rencontre des enseignants qui nous disent après, mais c'est formidable quand même ce que vous faites. Parce que quand on voit les difficultés de tel ou tel enfant, eh bien, au travers de la pratique de la danse traditionnelle, eh bien, on se rend compte que c'est très riche, cette discipline, et que ça permet de régler un tas de problèmes qu'ils peuvent rencontrer ou d'en aborder d'autres. Donc, je veux dire, il suffirait pourquoi pas, de revenir à ce qui se faisait dans les années 50, 60, et ça passe bien évidemment par la formation à l'UFM, etc. Donc, c'est un gros travail, parce qu'il faut remonter à la source. Alors, tout vient de Paris en France. Tout vient de Paris. Donc, c'est là qu'il faut... je dirais, refaire ce travail d'approche, parce que c'est bien dommage, il y a beaucoup de groupes qui, dans leur terroir, travaillent avec des enseignants, mais encore une fois, ça reste que des expériences locales, qui sont très souvent positives, et c'est bien dommage que, ne serait-ce qu'au niveau de l'académie, ça ne remonte pas, et encore au-delà, au niveau de l'éducation nationale, au niveau du ministère. Et là-dessus, je pense que par rapport à ce que je viens de dire, il y a des enseignants ici qui pourraient réagir et apporter leur expérience et faire part également des difficultés qu'ils rencontrent pour refaire remonter ce message au niveau de leur administration. Je pense que tout le monde est d'accord avec vous. On va donc voilà, donner la parole à madame qui a le micro maintenant. On a combien ? On a 2 micros qui circulent ? D'accord, très bien. Donc moi c'est Mylène, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis du GIM à Savoie. Donc effectivement je pense que par rapport à tout ce qui a été dit, nous on a eu le problème entre guillemets supplémentaire. Jusqu'en 1860 nous n'étions pas français. Et donc quand on est arrivé en France, il y a eu encore plus cette différence et ce besoin d'étouffer tout ce qu'il y avait chez nous. Et nous en plus à UGIM on a été de l'industriel depuis le début des années 1900. Et tous les gens qui portaient encore le costume au moment où l'usine s'est installée, tout le monde l'a abandonné par honte. Parce que tous les étrangers qui arrivaient, ils n'étaient pas habillés pareil. Ils étaient habillés dans leur tradition à eux, parce qu'on a eu énormément de Russes, de Polonais. Donc eux, les gens arrivaient habillés, ils ont créé des orchestres russes, on a eu des Polonais sur l'usine. Mais les gens du coin se sont vraiment sentis dévalorisés. Et je pense qu'après, effectivement, ça a fait une cascade et tout le monde... on étouffe tout ça et tout.
Et là, je vois quand ma fille est au collège, elle participe aux activités Erasmus+, avec donc, des échanges avec différents pays. Et l'année dernière, elle est partie en Bulgarie. Et puis là-bas, ils avaient prévu sur les 3 jours des ateliers de danse traditionnelle, une reconstitution de mariage d'autrefois. Donc quand elle a eu le programme du voyage, elle s'est dit ouais super, je vais passer un super séjour. Les autres qui l'accompagnaient étaient beaucoup moins chauds, on va dire. Voilà, ils ne connaissaient pas. Mais c'est plus de l'ignorance qu'autre chose. Les jeunes, quand ils réagissent, c'est vraiment par ignorance. Et l'année dernière, on a eu l'occasion de faire un atelier au collège entre midi et 2 avec Roland. On y allait toute une période. Et en fait, on a été super bien accueillis. Et Lise a été très bien accueillie aussi derrière parce que les gens lui ont dit, mais en fait, on ne pensait pas que c'était ça. Et je pense que c'est aussi un problème de communication parce que les gens restent vraiment sur les acquis, par exemple pour les jeux, c'est ringard, voilà, l'accordéon. Donc comme je disais, j'ai été membre du groupe à 17 mois, je ne l'ai pas choisi, hein, mais voilà, ça fait depuis l'âge de 17 mois que j'y suis dedans. À présent, j'ai pris l'accordéon, je cumulais toutes les tares, quoi. Je faisais partie d'un groupe historique, je jouais de l'accordéon, oh là là, quelle catastrophe. Maintenant, l'accordéon a déjà retrouvé un petit peu des lettres de noblesse avec le Docapéo, avec les groupes comme ça qu'on voit. Du coup, ça revient à la mode, on va dire. Et l'année dernière, donc, pour partir en Bulgarie, les professeurs ont demandé, sur notre proposition, en disant est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant, Lise est partie avec son costume. Parce que justement, il voulait montrer aux autres que chez nous aussi, on avait des traditions, qu'on avait des costumes. Et cette année, donc, l'échange s'est fait au collège à Ugine. Ils ont fait un atelier de danse traditionnelle. Et je pense que c'est surtout ça aussi, peut-être effectivement, de montrer, des fois on le fait aussi nous avec le groupe, on s'intègre avec les gens, mais on pose des costumes. Parce que souvent, la première barrière, c'est la tenue. Les gens disent, ah, on n'ose pas vous approcher, on n'ose pas danser avec vous, on a peur d'abîmer votre costume, de faire quelque chose. Et en fait, quand tu arrives à faire ce que tu fais dans tes répétitions en civil, eh bien, il y a beaucoup de gens qui accrochent. Et je pense que peut-être comme ça aussi, on arriverait à réintéresser un petit peu. Alors, surtout, faut pas avoir honte. Pour vous, la clé, c'est donc de faire connaître, finalement, ce folklore et le rendre plus accessible aux autres. Voilà. C'est sûr qu'au collège, j'ai connu les mêmes problèmes. Au lycée, on n'en parle pas aussi. Arrivé à la fac, ça continuait. J'étais en fac d'italien. On me propose de faire un exposé. Il y a des sujets particuliers. Je me dis non, faites ce que vous voulez. Je dis, je vais vous présenter le costume savoyard, fin 18e, fin 19e. Et la prof, quand je lui ai donné mon sujet d'exposé, elle me dit, mais vous êtes sûr, vous êtes vraiment sûr que vous voulez faire ça? Je dis, oui, je suis sûre. Et ça tombait l'année où les AG6 avaient lieu à Chambéry. Donc étant à la fac à Chambéry, j'ai fait mon exposé une semaine avant. Et à la fin de l'exposé, bon déjà j'en ai sur 50, j'en ai 12 qui sont venus. Parce que les autres, voilà. Sur les 12 qui sont venus, j'en avais 3 qui étaient acquis à ma cause. Les autres, c'était pour se foutre de ma tête, faut le dire clairement. Et ça a été quoi la réaction donc? Et quand ils sont ressortis, ils ont dit, mais en fait, on ne pensait pas que c'était ça. Voilà. Et je leur avais dit, venez la semaine prochaine, il y aura un défilé au moment des assises. Et le lundi suivant, quand je suis retournée à la fac, j'ai eu que des échos positifs. Quoi. Donc je pense que ça aussi, et c'est vrai que c'est difficile quand t'es jeune d'oser dire, voilà, je m'affirme, je suis comme ça, et puis point barre. Je pense que la société fait, alors que dans les autres pays, les jeunes en parlent beaucoup plus facilement. Oui, mais plus vous le ferez, et plus les autres seront réceptifs. Donc, continuez les actions locales et cette communication autour de vos traditions. Alors, le micro, il est où? Il est là. Il est là? Il est où? Non, il est là. Oui, mais le monsieur a le micro. Donc, on va lui donner la parole. Et puis après, on fera passer le micro de madame. Voilà. Mais c'est très bien qu'on se batte pour le micro. Ça veut dire qu'il y a des réactions. Et... Bon, alors moi, je me prénomme Patrice. Je suis allemand, le groupe est en danger. Je voudrais réagir sur plusieurs choses. La première des choses, c'est que je crois qu'on vit dans un pays de paradoxe. Ça me paraît évident parce qu'on dit la tradition ne s'est pas perpétuée, les chants populaires on ne les apprend plus, ainsi de suite, mais la société en tant que telle n'y a pas contribué non plus.
Je pense que la société a eu à un moment donné un déclic de rejet vis-à-vis de ce genre de choses. Je crois qu'il y a des phénomènes de mode dans les vies sociétales, de manière cyclique, et il y a des phénomènes de rejet. Et je pense qu'en France, au-delà d'une période de 68-70, il y a eu des phénomènes de rejet, ce n'était plus moderne du tout, il y a eu un rejet de tout ce qui apparaissait comme ringard en quelque sorte. Et je crois qu'il faut que la société en elle-même fasse aussi son mea culpa. Le deuxième observation que je voulais faire, c'est qu'il y a un paradoxe au niveau de l'État, c'est clair. Parce que l'État, ça a été souligné par Stéphane, le ministère de l'Éducation nationale est là pour unifier. Nous sommes dans un pays jacobin, c'est très très clair, ça l'est toujours, peut-être de plus en plus. Mais on demandait, c'est vrai, à une époque aux enseignants d'apprendre des éléments des racines locales. On ne doit plus le leur demander aujourd'hui, mais nous sommes toujours agréés par le ministère de l'Éducation nationale. C'est un paradoxe dans la Confédération nationale des folkloriques françaises est agréée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc si ce que nous produisons nous-mêmes, qui est agréé par le ministère ne le promeut pas lui-même, il y a un avis à suivre. Ça c'est ma deuxième observation. Puis j'en ai une troisième qui concerne Roselyne. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Roselyne, quand tu dis que le costume est figé. Alors moi je ne le pense pas du tout. Moi je milite pour l'évolution, là aussi dans le costume. Parce que le costume, il n'a jamais été ce qu'il est, il a été ce qu'il est à une époque donnée. 3 ans après, il n'est plus celui-là. Et c'était vrai. Alors c'est de plus en plus vrai parce que la vie va de plus en plus vite, mais ça a été vrai à toutes les époques. Et moi, je suis un militant d'une évolution traditionnelle évolutive. Et je dis, certains ont déjà entendu le dire, l'ont lu aussi, je dis que quand on faisait autrefois des processions, des fêtes Dieu, telles qu'elles existaient parce qu'on est appelé tradition catholique, c'était bien aussi une expression populaire. Quand on faisait des cavalcades, c'était une autre expression populaire, tout autre genre. Quand ensuite, dans ces cavalcades, on a abandonné les chevaux ou les bœufs, puis les chevaux pour tirer les chars et qu'on est passé au tracteur, utiliser les tracteurs, c'est utiliser un outil moderne pour perpétuer la tradition. Roselyne a parlé d'évolution, mais là vous parliez plus précisément de cette évolution du costume qui, selon vous, était possible. Donc on va peut-être la laisser répondre. Moi, quand je parle d'évolution du costume, je veux dire par là que j'aurais du mal à voir une Occitane ou une Bourguignonne danser avec des baskets, mettons. Qu'est-ce que ça voulait dire alors pour vous, peut-être, l'évolution du costume? Voilà. Peut-être être plus précis. Pour moi, l'expression, chez nous, on a un costume du 19e, on traduit un costume, on traduit une époque. C'est de la fin du 19e. Mais on peut très bien exprimer un costume d'une autre période. On peut très bien exprimer la culture zazou. Des années entre les deux guerres. On pourrait très bien exprimer ensuite un tableau des années 1970 où là le costume c'est le jean, il faut le dire. Alors, parce que la tradition des années 70 c'est de porter ce type de costume. Et je crois qu'il ne faut pas le négliger parce qu'il est tout aussi respectable que la nôtre. Oui, d'accord, mais ça dépend ce que l'on fait, ce que l'on produit. Voilà. Disons, avec les costumes, enfin les danses répertoriées dans les années 1870-1880, je ne vois pas avec la jupe, le châle, la coiffe, danser avec des baskets. Voilà, ça c'est une évolution, mais d'une autre époque. Ça dépend de ce que l'on produit. Je crois qu'il parlait de différents... L'évolution du costume, pas celui de telle époque resterait celui-là, mais il pourrait y en avoir d'autres. Je pense que c'est ce que vous vouliez dire. Après, chacun son point de vue. Mais ça dépend de ce que l'on propose. Alors que les instruments, je pense qu'on peut très bien proposer des musiques de ces années-là avec des instruments, avec pourquoi pas une guitare ou une contrebasse ou un autre instrument. Là, je vous entends réagir tous. Alors, oui. À propos des costumes, j'aimerais que le monsieur nous parle
du costume traditionnel bavarois ou autrichien ou comme ça, et de son évolution, justement. Parce qu'il est encore porté, et il me semble qu'il a évolué. Alors là, je suis vraiment pas spécialiste, mais j'assiste à beaucoup de choses. Hein. Je vais vous répondre, mais je voulais dire une toute petite chose. Le jeune garçon tout à l'heure là qui dit qu'il a des problèmes à dire, qui fait du folklore, et puis ensuite il y a différentes interventions qui allaient dans ce sens. D'abord, il est très courageux, parce que moi, quand j'avais son âge, j'aurais eu peur de ce que disent les copains, etc. Mais je vais lui dire quelque chose, c'est que j'assiste à beaucoup de mariages, y compris à ceux de mes enfants, et de tous les mariages auxquels j'ai assisté récemment, le pire, c'est celui où l'orchestre fait de la musique, ça s'appelait soul, je crois, tout, comme ça, tout le temps. Et le mariage où on s'est le plus amusé, c'est un mariage en Bulgarie où il y a eu un intermède folklorique. Donc des jeunes un peu plus âgés que vous, je crois. Ils avaient quand même 22, 23 ans, j'ai l'impression que vous êtes plus jeunes, qui sont venus. Ils étaient deux filles, deux garçons, et ils ont animé la fête pendant, je ne sais pas, ça a duré, mais c'était merveilleux, et tous ont participé, tous ont adoré. Hein. Donc ils invitaient les gens à danser entre eux. Donc ce qui règle aussi la question du costume, c'est que les beaux costumes sont là, mais ceux qui sont pas en jeans, parce que c'était un mariage, donc ils étaient un peu mieux habillés, mais ils ont dansé avec, et c'est le mariage, j'ai assisté à pas mal de mariages depuis, où on s'est le plus amusé. Hein, c'était absolument merveilleux. Voilà. Je voulais répondre à votre question pour les costumes folkloriques. Donc, dans une certaine région de Bavière, il y a les fêtes de la bière. Hein, donc, je pense à la Basse-Bavière, c'est la région de Straubing, et donc j'y suis l'été, ça commence le 4 août ou le 6 août, donc depuis. Et donc, on voit toute la jeunesse de la ville, donc qui en flot comme ça, qui vient à la fête. Alors, les filles en dirndl et les garçons en culottes de peau, donc vestes et culottes de peau, avec des culottes de peau qui vont jusque-là. Bon, et pour ce que je sais des costumes dont je suis vraiment pas spécialiste, ce sont des reconstitutions. D'abord, c'est très cher, donc c'était des costumes vraiment d'apparat. Ça ne pouvait les sociétés étaient quand même beaucoup plus pauvres hein, au 19e siècle qu'aujourd'hui. Donc c'était des gens riches qui pouvaient se permettre ça, et ils les mettaient aux belles occasions. Et donc là, c'est des choses, et puis parfois c'est vraiment du reconstruit. Hein, mais on est tous obligés de passer par là. Et donc là, c'est vivant. Hein, c'est vivant. Les jeunes le mettent. Est-ce que c'est exclusif ou inclusif? Je pense que il y a une tendance, c'est quand même inclusif. C'est-à-dire, c'est ouvert à d'autres qui ne sont pas bavarois, mais qui vont mettre le costume pour aller dedans. C'est pas obligatoire. Hein, ils le font de manière volontaire. Donc là, c'est vivant. Il n'y a pas cette honte de. Une fois, je m'étais acheté d'ailleurs une veste bavaroise comme ça qui m'allait assez bien, et je l'ai mise un jour. J'ai tout de suite eu une réflexion et je l'ai plus jamais remise en France. Voilà, que j'aimais, qui était confortable. Donc même à un âge plus avancé, voilà. On va prendre encore quelques réactions sur cette table ronde, mais je me permets de vous dire qu'on est là toute la journée ensemble, et que les thèmes, de toute façon, vont être réabordés, et que vous aurez l'occasion de vous exprimer. Mais on doit laisser la parole ensuite à nos autres intervenants. On vous écoute. Merci. Bernard Caillé, je suis folkloriste en Poitou depuis bientôt 70 ans. C'est pas pour autant que j'en fais du bon folklore. Je veux réagir sur ce qu'a dit Patrice, parce que c'est les meilleurs amis, on est toujours en désaccord, ou presque, sur ce plan-là. Oui, je pense que le costume qui évolue, ça ne me gêne pas vraiment. Mais pour moi, le costume, tel que nous le portons actuellement, c'est un marqueur visuel de ce pourquoi nous avons été créés. Les groupes folkloriques ont été créés pourquoi et comment, à des époques où il fallait sauvegarder ces costumes, justement. Donc, à partir du moment où ce marqueur visuel s'en va, la tradition reste, mais on sera tous en blue jean, on jouera tous de la guitare électrique ou du synthé, et la tradition sera toujours là, mais complètement transformée. Il n'y aura plus de régionalisme, et c'est ça qui me gêne. Moi, ce qui m'intéresse dans le maintien de la tradition, c'est le régionalisme. D'ailleurs, quand on se rencontre dans nos assemblées générales à Paris, qu'il y a des nouveaux qui arrivent, on ne sait pas qui ils sont. S'ils sont en costume, on sait qui ils sont. Et ça m'intéresse véritablement. Alors par contre, que la tradition évolue, j'ai rien contre.
Ceci étant dit, on peut toujours jouer une bourrée avec la synthé, on peut faire ce qu'on voudra pour le plein de lumière. Ça ne me gêne pas, mais ça enlève le caractère local de ce que ça doit représenter. Ça gomme un petit peu les choses et je trouve ça dommage. Très bien. Une autre réaction? Oui, bonjour. Gilles, moi je suis un néofolkloriste, je n'ai pas le passé de Bernard. Ça fait 5 ans que je suis au groupe APP Saint-Laurent Cabaran. Et moi ce qui m'intéresse, c'est Madame Allo a évoqué la possibilité effectivement de faire évoluer cette tradition. Et j'aurais souhaité qu'elle, et même M. Janton, nous donnent leur avis sur quelles peuvent être ces clés ou ces critères qui vont faire qu'une nouvelle chose va venir intégrer la tradition. Roselyne? Eh bien, il y a d'abord une présentation de nos danses, les présenter différemment. Ensuite, intégrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des instruments un peu plus comme la clarinette, comme des instruments un peu plus modernes, mais tout en gardant, bien entendu, nos traditions telles qu'on les a apprises et qui nous ont été transmises. Mais on peut évoluer peut-être en chorégraphiant certaines danses pour les rendre plus visibles. Après ça, c'est la volonté de chacun. On peut très bien rester figé dans le passé. C'est très bon aussi. Voilà. Après, je pense que chacun peut amener un petit peu sa façon de voir les choses, sa façon d'évoluer. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'évoluer. C'est très bien ce qu'ils font. Bon, voilà, c'est bon. Mais on peut très bien aussi un peu évoluer en amenant des petites touches ou une petite chorégraphie, une présentation, la façon d'arriver sur scène, la façon de présenter nos danses. Voilà, on peut amener cette petite touche. Qui va être plus accessible du coup pour les autres. D'accord. Madame? Oui, moi c'était simplement la différence que les gens voient. Comment? Je me présente, je m'appelle Hélène Touffet et je suis présidente du groupe de Seine-et-Provence. Moi, je vais vous poser la question, mais ce n'est pas une réponse, c'est une question que je fais. Quelle différence faites-vous entre la notion de tradition et la notion de racine? Ça, c'est une question qui me préoccupe. Ensuite, en ce qui concerne le costume, je pense que pour la Provence, notre costume évolue jusqu'à 1930. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui l'achève. Nos rubans étaient pour beaucoup fabriqués en Allemagne. Est-ce qu'il y a une relation de causalité? Certainement. Mais il y a à ce moment-là une cassure. C'est-à-dire qu'ensuite, quand il est repris 20 ans ou 30 ans plus tard, on a oublié le savoir-faire parce qu'on n'a pas eu la transmission du savoir-faire de nos grands-mères. Donc on patauge. Et après, aujourd'hui, on revient à des recherches et à une authenticité. Malgré tout, même avec le maximum de recherche et d'authenticité, nous n'avons pas l'esprit de nos grands-mères. Donc, il y a un moment donné, on a imprimé notre esprit de l'an 2000 dans un esprit qui était porté par des gens qui ne pensaient pas du tout comme nous. Notamment, je pense à l'assortiment de couleurs, ou l'assortiment, je pense que nos grands-mères, elles n'avaient pas de sous, et voilà. Donc, on a beau reconstituer, mais il y a une évolution qui est... On ne peut pas faire autrement. Ça, c'est une première chose. Alors que la Bavière, il n'y a pas de cassure. En Bavière, vous allez au Festival Mozart à Salzbourg, tout le monde arrive en soirée en costume bavarois, super en soie, etc. La seule chose qui a évolué, c'est la coiffure. Mais après, le costume, il n'y a pas de notre cassure à nous. C'est pour vous une explication, du coup, de... Voilà. D'accord, très bien. Très bien. Et ensuite, on passera... Dernière intervention ici,
D'accord, je répondrai très rapidement. Bon, pour la Bavière, franchement, il y a... Alors, Salzbourg, c'est en Autriche, mais enfin, c'est vraiment à la frontière hein, de la Bavière. Mais les costumes ont en Bavière une histoire comme en France. Hein, il ne faut pas se faire de... Même si c'est plus vivant, si c'est plus accepté par la population, c'est totalement historique. Hein, et parfois un peu artificiel. La question sur racines et tradition, moi, je pense... Enfin, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de Jacques Canetti, mais on peut en donner beaucoup d'autres. Je crois que la tradition, c'est ce que j'ai dit au début. La racine, on doit permettre à quelqu'un qui vient d'arriver dans le pays et qui s'y installe d'épuiser ses racines. Voilà, c'est aussi simple que ça, et on ne doit pas l'exclure. Et aussi bien quelqu'un qui vit depuis toujours ou depuis des dizaines de générations dans le pays, de ne pas y avoir ses racines parce qu'il s'intéresse à autre chose. Je crois qu'il ne faut pas opposer les deux choses. Je crois que ça ne vit, de toute façon, tous ces costumes, tous ces chants, ne vivent que si nous les pratiquons. Hein. Sinon, ils sont morts. Hein. Et donc, c'est par des êtres vivants qui sont transmis, tradition, et que ces êtres vivants disent qu'ils ont leurs racines. Bon, ils peuvent le dire, mais les racines n'existent que s'il y a des êtres vivants qui disent qu'ils les ont. Voilà. Merci. Dernière intervention, c'est Noël. Donc bonjour. La modernité des années 60 comme moment de rejet, qui a alimenté le rejet de cette tradition. Et la deuxième chose que je voulais dire également, c'est qu'il y a des regrets qui ont été exprimés par les uns et les autres sur les langues régionales et le peu de pratique des langues régionales actuelles. Et moi, je me pose la question de savoir si ces langues régionales qui sont effectivement encouragées et qui devraient être encouragées ne pourraient pas non plus être un phénomène de rejet parce qu'elles développeraient un no man's land. Si je vais en Bretagne et que je ne parle pas le breton, je ne peux pas aller à l'école occitane, à l'école bretonne. Si je vais en Alsace, etc. Voilà. C'est un danger que je peux repérer et évoquer. C'est le danger que vous dites, c'est celui qui a poussé la France dans un premier temps où la population parlait la langue locale et devait être alphabétisée, devait avoir accès à la formation professionnelle en fait, qui était en français. Donc faire qu'à vivre en France, c'est pouvoir changer de région et pouvoir travailler à Toulouse ou à Strasbourg. Voilà. Donc ça c'est un problème qui à mon sens a été résolu par l'histoire et moi je suis tout à fait sensible à ce que vous dites. Alors, maintenir une connaissance des langues locales sans que cela nuise à la mobilité, voilà, ce serait mon idéal. D'autant plus qu'il n'y a pas de breton central non plus. Hein, il y a des différentes... pareil pour l'alsacien, d'ailleurs. Hein. Vous posiez une autre question, c'était le... Voilà, alors Vichy, Vichy a entretenu les traditions, c'est la terre ne ment pas, hein, donc une vision très conservatrice du terroir qu'on retrouve dans la France d'aujourd'hui, hein, dans certaines régions, dans l'ouest de notre pays, parfois même dans le sud. Hein, je me souviens que à Orange, lorsqu'il y a le premier maire qui a été élu à Orange, il avait organisé tout de suite quelque chose de folklorique, mais qui n'était pas sympathique, qui était pour dire vous ne faites pas partie de nous, c'est nous qui sommes là et les autres vous n'en faites pas partie. Donc je prends parti un peu politiquement, excusez-moi, mais c'est quelque chose qui me dérange. Quand c'est pour exclure, ça dérange. Il faut pas exclure. Il faut inclure. Après, inclure l'histoire du lieu, l'histoire du pays, l'histoire sociale aussi. Hein. Les vies étaient très difficiles autrefois. La vie d'autrefois n'était pas idyllique. C'était pas des gens qui se promenaient en costume et qui étaient heureux comme tout. C'était très violent, c'était très dur, etc. Donc ça, il faut le rappeler aussi. Voilà. J'ai répondu. Ah oui, alors Vichy, ça a donné les compagnons de la chanson, hein, parce que les compagnons de France. Alors donc, il y a quand même eu un passage de Vichy qui est plutôt sympathique. Ça a donné aussi Yves Robert, par exemple, qui était passé par Uriage, donc l'auteur de Un éléphant, ça trompe énormément, etc. Donc ça a donné des choses qui étaient contre Vichy quand même, finalement. Mais c'est vrai qu'il y a cette vision exclusive qui exclut de la tradition qui ne doit pas être la vôtre ou la nôtre, hein, ça c'est sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à ceux qui ont partagé leurs réactions.
À plus tard.